Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être avec vous pour discuter de questions importantes. Peut-être pour lancer la question, enfin la discussion. Il y a évidemment une actualité tout à fait brûlante autour de Gaza et des ambitions déclarées, en tout cas, de notre nouveau voisin du Sud, ou en tout cas ancien nouveau voisin. Est-ce que vous avez tout de suite des choses à nous dire ou d'un point de vue juridique là-dessus, ou est-ce que vous avez en tout cas des remarques préliminaires pour nous? L'un ou l'autre, comme vous voulez. D'abord, merci. Merci beaucoup au Cerium, à Laurence, à Marion, merci à Clara Sabrina aussi pour l'organisation. C'est vraiment un plaisir d'être ici, de vous voir aussi nombreux. C'est un plaisir de partager cette table avec Alain Guy. Notre relation date à plusieurs années, où j'ai eu l'honneur de diriger sa thèse, et puis là, l'élève dépasse le maître. Vous êtes en mesure de le constater. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci aussi de commencer direct dans l'action. Puis pour se dire les vraies choses, nous, on est des juristes. Je sais pas s'il y en a dans la salle. Vous allez vous cacher, c'est ça? La question du panel en général, est-ce que le droit international a un rôle? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a une force? Et complètement d'actualité, c'est ce que les journalistes posent toujours comme question, les étudiants, les experts en relations internationales mettent en doute la force du droit international. Puis je vais pouvoir y revenir, mais je veux répondre à votre question immédiatement parce que c'est vrai. Donc, la déclaration surprenante, comme plusieurs autres d'ailleurs de M. Trump, est en violation flagrante de tous les principes fondamentaux du droit international. Le premier étant l'interdiction de l'annexion par la force de quelconque territoire sans le consentement, évidemment, des populations concernées, ce qui semble pas du tout être en cause ici, en violation flagrante du droit des Palestiniens à l'autodétermination, un principe qui est au cœur de la Charte des Nations Unies, au cœur du système international qu'on connaît maintenant, et possiblement, carrément, et sans vouloir m'avancer trop, une incitation à commettre des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et le mot dont on reparlera également, potentiellement génocide. Donc, c'est des propos qui sont extrêmement préoccupants provenant du président d'un des États les plus, enfin, de l'État le plus puissant du monde, celui qui est au cœur aussi de la création du système international que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on s'est tous réveillés avec des mauvaises nouvelles. Ça fait quelques semaines qu'il est là, donc les mauvaises nouvelles s'accumulent. On verra où ça va aller, mais ce sont des déclarations qui ne devraient pas avoir lieu, qui ne devraient pas être tenues de la bouche du président du pays le plus puissant du monde. Oui, j'ajouterais simplement que si on devait passer des paroles à l'acte dans le cas de la déclaration de M. Trump, ce serait ni plus ni moins l'équivalent d'un nettoyage ethnique, c'est-à-dire le transfert forcé de population d'un territoire vers un autre. C'est une violation du droit international, de tous les principes dont vient de parler la professeure Lafontaine. Donc, d'un point de vue strictement juridique, c'est impensable que ça se réalise. Évidemment, on n'est pas à l'abri de surprises, mais ce serait contrairement en violation des règles fondamentales du droit international, donc l'interdiction de forcer le transfert de population vers un autre territoire. Peut-être pour rembobiner un petit peu et pour poser un peu les bases du débat, quel peut être le rôle du droit international, vu les déclarations d'hier et globalement vu les 16 derniers mois, peut-être que ce sera aussi l'occasion de revenir un peu sur des termes de base du droit international comme crime de guerre, génocide et du rôle des différentes cours. Mais oui, donc quel peut être le rôle du droit international en ce moment, après hier soir? Le rôle du droit international, c'est de réguler la manière dont les États conduisent leurs rapports sur la scène internationale. C'est d'imposer des normes qui doivent guider la conduite de ces relations. Et si on revient peut-être au tout début des événements marquants du 7 octobre, qui est donc cette attaque de population israélienne qui a ensuite donné l'opportunité à Israël de se défendre, notamment en employant un principe qui est bien reconnu en droit international, celui de la légitime défense.
chaque État qui est agressé. Alors, on pourra toujours se poser la question de savoir si on peut parler d'agression lorsque une attaque est menée par un groupe armé qui n'a pas un statut étatique. Ça, on peut en discuter, puisqu'on a parlé du droit naturel d'Israël de se défendre. Mais c'est un droit qui est bien encadré en droit international comme en droit national d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on réagit en légitime défense en présence d'une menace qui est imminente. On peut supposer que ça l'était, mais on doit toujours réagir avec une certaine proportionnalité, donc en respectant certaines limites. On ne doit pas créer plus de tort que ce qu'on a subi soi-même. Donc, c'est un droit qui s'exerce en riposte à une attaque. Mais on peut constater que dans le cas d'Israël, la riposte est probablement disproportionnée par rapport à l'attaque initiale. La problématique que l'on a avec le droit de légitime défense en vertu du droit international, c'est que, évidemment, l'article 51 de la Charte des Nations Unies dit que vous avez le droit d'exercer individuellement ou collectivement votre droit de légitime défense jusqu'à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies intervienne pour prendre des mesures pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le problème, c'est qu'on a un Conseil de sécurité qui est paralysé. Donc, le Conseil de sécurité n'a jamais pu, depuis le 7 octobre, prendre une résolution pour maintenir la paix et la sécurité internationale à Gaza, donc dans les territoires palestiniens, ce qui a sans doute incité Israël à continuer son offensive dans l'exercice prétendument de ce droit de légitime défense. Donc, pour revenir à votre question, le rôle du droit international, c'est cela, c'est de poser des limites à la manière dont les États doivent encadrer les interactions que les États doivent avoir entre eux, assurer la coopération des États dans des situations comme celle-là, et bien d'autres. Donc c'est ça le rôle premier du droit international, de pacifier la manière dont les États conduisent leurs relations internationales. Peut-être Fanny, pour rebondir là-dessus, quels concepts et quels outils et institutions le droit international dispose pour mettre en œuvre justement ce rôle qui lui est assigné? Mais c'est un peu, je vais rebondir un peu sur ce qu'Alain Guy a dit, mais le droit international, Alain Guy l'a dit, c'est vraiment un droit qui régit les relations entre les États. Et le premier réflexe qu'on ne doit pas avoir, et c'est le réflexe qu'on a tous, c'est de comparer le droit international dans sa mise en œuvre, dans son application. En anglais, on dit enforcement, hein, donc la façon de le mettre vraiment en application avec le droit national. Le droit international est pris, pour le meilleur et pour le pire, dans les relations internationales, dans la politique internationale. Et donc, le réflexe d'avoir cette idée que parce qu'il y a des règles, elles vont être appliquées de la même façon, par la force, par la police, ça, c'est une erreur. Et c'est naturel de le faire. On le fait tous, et c'est la raison pour laquelle on se pose la question de l'effectivité du droit international. C'est la raison pour laquelle mes collègues de droit constitutionnel disent que le droit international n'existe pas, parce que c'est ça, c'est la mise en œuvre de ce droit-là se fait dans un contexte complètement différent où il est créé par ses sujets, par les États. C'est donc un droit qui est très horizontal, très consensuel, et donc il y a des institutions pour le mettre en œuvre. On va en reparler, mais la Cour internationale de justice qui se règle les litiges entre les États, et dans le cas de Gaza et même des territoires occupés, elle a un rôle fondamental. Elle a rendu un avis consultatif sur l'occupation israélienne dans les territoires occupés. L'Afrique du Sud mène présentement donc un litige très important sur la question du génocide, on va y revenir. Donc elle a un rôle. Il y a d'autres tribunaux, la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt, qui, elle, s'occupe de la responsabilité individuelle, donc des individus, pour des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Ces tribunaux-là existent et le premier réflexe, c'est de dire, c'est comme ça que le droit international va se mettre en œuvre. Et donc, le réflexe suivant, c'est de dire, mais quelle déception! On émet des mesures conservatoires qui sont ignorées. Les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale ne sont pas exécutés. Tout d'un coup, des États qui ne croyaient pas tant que ça que s'il y avait des immunités applicables en droit international à un chef d'État, soudainement, dans le contexte complexe, diplomatique, là, il y en a, la France, hein, là, je préfère la France, entre autres, qui un peu change son fusil d'épaule. Donc, le premier réflexe, c'est de référer à ces tribunaux-là et de dire, mais ça sert à rien.
Ce que je vous inviterais à faire, parce que j'invite tout le monde à faire, et je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que on va y arriver à cette conclusion-là. Le droit international a vraiment des limites. Mais la vraie force du droit international ne se trouve pas tant que ça dans les tribunaux. Et je dis pas qu'ils n'ont pas de rôle à jouer. Ça va être assez important, le rôle de la CIJ, de la CPI, etc. Mais la vraie puissance, c'est comment on lit les discours internationaux. Suite à la déclaration de M. Trump, aujourd'hui, la réaction de l'Allemagne, la réaction de la France, la réaction de la Turquie, et puis on en attend d'autres, réfèrent tous au droit international. Et donc, quand Alain Guy dit que ce sont un peu un code que les États se sont donnés pour pacifier, pour se donner des règles. Et donc, ces règles-là, non seulement elles peuvent mener à des résultats devant des tribunaux, avec des principes de responsabilité, puis on pourra revenir à ces limites-là, mais surtout, il faut voir comment le droit international est utilisé par les États dans leur réaction aux violations. Parce que quand on pense à Gaza, on a l'impression que toutes les règles du droit international sont violées, de part et d'autre. Et c'est pas loin d'être vrai. C'est pas loin d'être vrai. Mais en réalité, le droit international est respecté. Il y a beaucoup moins de conflits depuis qu'on s'est donné des règles qui interdisent le recours à la force. Et quand on viole ces règles-là, les États se justifient. Avec quoi? Avec le droit international. Ah, c'est de la légitime défense. Ah, c'est bon, etc. Et donc, ce code-là moral, il faut le voir non seulement dans son application concrète. Est-ce que le droit international va arrêter tous les conflits armés? Non. D'ailleurs, pas plus que le droit criminel qui interdit le meurtre empêche tous les meurtres au Canada. OK? Donc, si on veut comparer un peu, mais sans vouloir comparer, c'est ce que je vous invite à faire. Il faut voir le droit donc international non seulement dans sa capacité de tenir un État responsable qui va, parce que la CIJ lui ordonne, réparer, donner des millions de dollars pour réparer un territoire, compenser les victimes de graves crimes, etc., ou mettre des individus en prison. Ça arrive. Mais c'est pas que ça. C'est aussi les pressions, les sanctions, les exclusions de certaines organisations internationales, la mobilisation citoyenne, qui est fondée sur ces principes-là. Interdiction du recours à la force, interdiction d'attaquer les civils, de déplacer de force des populations, de détruire des populations, donc le génocide. Et donc, c'est peut-être un peu la réflexion que j'aurais d'emblée, puis on pourra revenir sur les termes de génocide, crime contre l'humanité, etc., mais qui sont essentiellement des règles qui sont définies, qui fondent l'état de droit international, c'est-à-dire ce à quoi les États se sont engagés, mais qui sont du droit. Et le droit, c'est fantastique. Vous auriez dû changer de carrière. Mais le droit, ce qui est beau, c'est que oui, il y a des règles, mais contrairement à ce qu'on voit un peu dans le Code civil, ça c'est plate, c'est-à-dire tout est écrit. Le droit international, comme le droit constitutionnel au Canada, ça s'interprète. Donc, pour le génocide, qu'est-ce que ça veut dire détruire une population? Qu'est-ce que ça veut dire un déplacement forcé? Bon, etc. Tout ça est sujet à discussion. Et en droit international, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ben, des échanges sur la règle et des justifications au regard d'une règle qui est pas toujours claire, légitime défense et d'autres choses. Et ça peut être sain, ce débat-là, mais ce qu'il faut noter, c'est que dans tout ce que vous lisez aujourd'hui dans les médias, puis depuis le 7 octobre et au regard de l'Ukraine et au regard de tellement d'autres situations, le droit international est au cœur des discours. Et ça, ben, c'est un petit encouragement sur son efficacité, ou sa légitimité, en tout cas, à guider les relations internationales. Je comprends qu'ils servent de cadre et c'est marrant que vous me conseillez de changer de carrière parce que j'ai commencé par faire une licence de droit en France et en me replongeant un peu dans tout ça, dans ma licence de droit et dans quelques lectures, je me suis quand même rendu compte que ce droit international, il avait été effectivement fait et fondé sur la défense de la souveraineté des États et qu'en fait il y avait peut-être un point de faille autour de la défense des peuples contre les États. Alors il y a eu des correctifs apportés au cours des années. Je sais que le Canada a eu un rôle très important dans l'émergence de la responsabilité de protéger. Est-ce que finalement Gaza, c'est pas le symptôme de ce droit international qui a été fondé pour et par les États contre finalement un droit international qui serait pour les peuples et les populations? Oui. Je vais y aller comme ça, je vais te laisser réfléchir à ça. Absolument, mais c'est la faille de base. C'est-à-dire que, puis même parlez-en aux peuples autochtones, ici au Canada ou ailleurs, le droit international est fondé sur le principe de la souveraineté des États, même le processus de décolonisation qui a mené à l'émergence de tous les pays indépendants en Afrique, garde les frontières coloniales, donc oui, le principe de souveraineté des États et donc celui de non-ingérence protège
les États, mais aussi les protège donc évidemment de l'ingérence, protège en théorie, prévoit le principe d'égalité souveraine entre les États. Hein? Donc le Togo a le même poids que les États-Unis, qui a le même poids qu'Haïti, qui a le même poids que le Canada. Ça c'est probablement le principe de droit international qui fait le moins de sens au plan pratique. Hein? On sait bien que c'est pas la réalité, mais les principes sont là. Donc oui, ça protège les petits États ou les États moins puissants, mais les peuples, eux, effectivement, outre ce droit à l'autodétermination qui a mené à l'indépendance de plusieurs États, etc., sont protégés par les droits fondamentaux de la personne, encore là, mais donc sont protégés de façon un peu moindre. Là où, par contre, puis je vais peut-être y revenir pour laisser la place à Alain Guy, mais là où l'émergence le concept peut-être par excellence de protection des peuples, au-delà de l'autodétermination, c'est le génocide qui vise l'interdiction de détruire des groupes humains. Donc les crimes, habituellement, ça vise des individus. Le génocide, c'est un crime qui a été créé évidemment pour protéger des peuples parce qu'ils sont liés par des liens ethniques, nationaux, religieux et donc ce crime-là est important parce que, justement, il vise à protéger des peuples de la destruction, mais là, justement, où il a des limites. Il a des limites parce qu'on interprète peut-être trop restrictivement certains des termes, j'y reviendrai, mais donc c'est la raison aussi pour laquelle il est si souvent utilisé dans des contextes de massacre contre les populations, soit d'un autre État ou même au sein de son propre État, mais parce qu'il a été défini très restrictivement, sous la plume des puissances coloniales à l'époque, dont le Canada, les États-Unis, qui voulaient exclure toute possibilité de considérer les violences coloniales contre les Autochtones comme un génocide, etc. Donc, la définition est très restreinte et continue donc de faire débat. Mais à la fois, on l'utilise parce que c'est un peu le seul terme qu'on a. Mais c'est pas le seul, hein, mais c'est un peu le seul qu'on a pour décrire les atrocités contre des groupes humains. Puis en même temps, il est super restrictif dans sa définition, sujet à interprétation, et donc ça pose aussi des immenses problèmes à cet égard-là. Et d'ailleurs, Amnesty International a sorti tout un rapport sur comment penser le crime de génocide avec la jurisprudence de ces dernières années. Est-ce que là aussi il y aurait effectivement une évolution de la définition du génocide? On a entendu beaucoup de critiques autour de ce rapport, notamment sur la définition qu'Amnesty en faisait. Est-ce qu'elles sont fondées? Oui, peut-être avant d'en venir, pardon, à la question de la définition, parce que bon, le texte international dont on dispose encore aujourd'hui, c'est la Convention sur la prévention et la répression du génocide. Donc, c'est le texte juridiquement valide, reconnu par l'ensemble des États qui ont adhéré, qui est même une valeur de coutume internationale. Donc, aujourd'hui, tous les États membres de la communauté internationale sont considérés comme étant liés par cette convention. De ce point de vue-là, oui, effectivement, il y a des débats, comme le fait valoir Fanny, sur l'évolution du concept, son caractère restrictif et autres. Qui traduisent des aspirations de la communauté internationale et de beaucoup de peuples à un renforcement de la protection, de leur protection, sans doute. Mais disons que d'un point de vue strictement juridique, ce n'est pas encore aujourd'hui, cette définition nouvelle ne sont pas encore totalement validées par l'ensemble des États de la communauté internationale. Pour revenir sur la souveraineté ne doit pas être opposée à la protection des peuples. Et d'ailleurs, je pense qu'avec les travaux de la commission canadienne pilotée par le Canada dans les années 2001 et qui a abouti au sommet de 2005 et sur l'énoncé du principe de responsabilité de protéger, il y a un consensus que la souveraineté implique la responsabilité. La souveraineté n'est pas un prétexte à violer les droits fondamentaux des peuples. La souveraineté engage la responsabilité de l'État et toutes les entités qui se définissent comme étatiques prétendant à la souveraineté ont l'obligation d'assurer la protection des peuples, que ce soit des minorités qui n'appartiennent pas à leur groupe national, qui se trouvent sur leur territoire, c'est leur responsabilité. Et en cas de manquement à cette responsabilité de protection, effectivement, en 2005 a émergé le concept de responsabilité de protéger. Toute la communauté internationale a intérêt à ce moment-là à assurer, à prendre des mesures diplomatiques, politiques,
et ultimement militaire pour assurer le respect des droits fondamentaux des peuples en question. Donc voilà, je voulais insister sur ce point-là, que évidemment très souvent, peut-être dans des départements, des facultés d'à côté, en études internationales et sciences politiques notamment, on va vous dire que la souveraineté, c'est le primat des intérêts des États, mais juridiquement, on considère que la souveraineté engage la responsabilité des États. Oui, je peux que être d'accord avec ça, mais je faisais cette remarque notamment parce qu'on a beaucoup parlé d'un droit éventuellement à la résistance, notamment face au génocide, et je me suis replongée donc dans mes cours de droit international public d'il y a très longtemps, très longtemps, et j'ai beaucoup lu notamment un article de Frédéric Maigret de 2008, qui est professeur à McGill et qui parle du droit à la résistance des peuples justement face aux droits des États souverains, et qui évoque la résolution 2625 du 24 octobre 1970 qui sous-entendrait qu'il existerait un droit à la résistance, notamment à l'époque. On est dans un moment assez particulier parce qu'on est dans un moment des relations internationales où on parle du non-alignement, donc c'est un moment assez particulier des Nations Unies, mais qui... Cette résolution parle du droit des peuples à la réaction et à la résistance face à des mesures de coercition d'un État. Et donc je me demandais où on en était de ce droit finalement à la résistance face à l'oppression, au génocide et au risque d'annihilation, dans un contexte où on se rend bien compte que les États... le multilatéralisme et la communauté internationale semblent très faible par rapport aux droits des États et aux volontés étatiques unilatérales finalement. Les peuples, en tant que tels, ont droit à l'autodétermination, et la reconnaissance des luttes et des résistances des peuples et des entités qui se définissent comme telles, cette reconnaissance est aujourd'hui inscrite, par exemple, dans des conventions de droit humanitaire qui reconnaissent qu'on ne doit pas assimiler des personnes qui luttent pour leur autodétermination à de simples groupes rebelles, par exemple. Et donc, effectivement, il y a un droit de résistance qui est d'ailleurs le droit de résistance qui a fondé l'avènement à l'indépendance de beaucoup de peuples colonisés. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle dans l'état du droit international? Le droit des peuples à l'autodétermination reste un droit valide, un droit coutumier qui lie l'ensemble de la communauté internationale. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir signé ou ratifié une convention internationale pour être lié par le principe du droit à l'autodétermination des peuples, qui sont reconnus comme une entité spécifique, pas probablement des sujets pléniers du droit international comme un État, mais quand même qui ont un statut bien reconnu dans le système du droit international et qui méritent protection, et dont les luttes sont souvent reconnues dans les mouvements de libération nationale. C'est très reconnu. Ils ont la possibilité de participer à des conférences, à des activités internationales, d'avoir même des rapports avec d'autres États et autres. Si vous faites référence au cas de la Palestine, lui, c'est un exemple, comme le peuple sahraoui et bien d'autres qui ont cette reconnaissance particulière dans le droit international. Absolument. Mais j'ai rien à dire, à part que dans le cas de la Palestine, il y a cette notion d'occupation, donc qui date depuis plusieurs années, qui a été réitérée par la Cour internationale de justice. Et occupation, ça amène tout un lot d'obligations de la part de la force occupante. Mais il y a un cadre juridique, exactement. Et qui, selon la Cour internationale de justice, l'occupation dans les territoires occupés, elle parle de Gaza aussi, malgré le retrait des forces militaires en 2005, il y a quand même une occupation dans le sens de contrôle des frontières, contrôle de toutes sortes de choses. Donc, l'occupation viole le droit à l'autodétermination, et donc les obligations des États, c'est de permettre au peuple palestinien de déterminer son sort politique, d'avoir accès aux ressources naturelles, de contrôler, etc. Donc, tout ça est bien existant, mais ça, encore une fois, c'est un peu, on en parle comme juriste. Je t'entendais parler de la responsabilité de protéger.
concept qui avait été super chaud. Là, moi, quand j'ai fait mes études de maîtrise, là, je me disais, ah mon Dieu, ça va sauver l'humanité. Et puis là, boum, 11 septembre 2001 est arrivé, bah, ça a dégonflé la balloune, comme on dit. Et puis là, tout d'un coup, bon, le principe est toujours là, mais pour vrai, c'est un peu, quand on essaie de le plaider comme juriste, on fait rapidement face à ce cynisme, en fait, des autres. Ah, oui, ben, la responsabilité, c'est vrai, c'est des beaux principes, c'est vrai. Mais ça reste que c'est des concepts qui sont bafoués. Et donc, les peuples, malgré ce droit à l'autodétermination, ont quand même des limites d'avoir accès au droit international, avoir accès aux institutions. Et c'est la raison pour laquelle le concept de génocide, puis j'y reviens parce qu'il est au cœur des débats actuels, mais le concept de génocide, non seulement, comme Alain Guy l'a dit, c'est un concept qui s'applique à tous, mais il entraîne, dans la Convention sur le génocide, il entraîne 2 formes de responsabilité. La responsabilité de l'État, comme tel, comme entité abstraite, comme un État, et la responsabilité pénale. Ça, c'est une autre chose. Mais pour la responsabilité de l'État, ce qui est assez unique dans la Convention sur le génocide, c'est qu'au moment de la ratification, dans la Convention sur le génocide, les États se sont engagés à soumettre leurs différends, donc leurs chicanes sur l'interprétation de la Convention, à la Cour internationale de justice. Certains ont dit « Ah non, moi je veux pas, il y a des réserves, etc. » Mais c'est la raison pour laquelle les États peuvent avoir recours à la Cour internationale de justice pour invoquer des violations de la Convention sur le génocide. C'est une des raisons pour lesquelles le mot « génocide » est autant utilisé, plus que crime de guerre ou crime contre l'humanité, parce qu'il donne accès, une voie d'accès à une institution judiciaire. Et la raison pour laquelle l'Afrique du Sud poursuit Israël, la raison pour laquelle la Gambie poursuit le Myanmar pour un génocide allégué contre les Rohingyas, c'est que le génocide, non seulement c'est de droit coutumier, mais qu'il invoque ces normes de jus cogens, donc les normes impératives, la coutume plus, là, les règles les plus fondamentales du droit international, qui impliquent une obligation pour les États envers tous les États. Donc, lorsqu'on allègue qu'un État a commis un génocide, tous les États ont intérêt à poursuivre cet État délinquant-là pour la violation de la Convention. Donc, l'Afrique du Sud, au final, grâce à cette espèce de concept-là juridique de droit jusqu'au qui donne une obligation, une possibilité pour tous les États de se plaindre d'une violation de la Convention, au final, c'est comme si l'Afrique du Sud peut prendre la parole pour le peuple palestinien qui, lui, n'aurait pas accès à cette institution-là, pour tous les obstacles de reconnaissance d'État, etc., qu'on connaît. Donc, c'est tous ces concepts-là qui fait que le génocide, au regard, au-delà des stigmates associés à ce crime-là, tout l'historique qu'on comprend, donne des accès à des institutions qui sont pas là pour d'autres crimes ou d'autres violations comme l'autodétermination, etc., où il n'y a pas de système. Et donc là, ça crée quand même cette occasion-là, à la fois à la CIJ pour invoquer la responsabilité de l'État, éventuellement à la CPI pour invoquer la responsabilité des hauts dirigeants qui incarnent l'État. Et donc, il y a plus d'accès pour certains crimes que pour, par exemple, la violation du droit à l'autodétermination, où la CIJ s'est prononcée parce que l'Assemblée générale lui a demandé un avis, mais donc on est dans une autre dynamique. Et donc, ce mot génocide-là a cette connotation-là, entraîne les polémiques qu'on connaît parce qu'il a ces stigmates-là. Mais en plus de ça, il y a quand même cette possibilité-là de recourir à des institutions judiciaires, ce qui est vraiment pas toujours le cas pour les violations du droit international. En vous écoutant, on a l'impression que le droit international est super bien ficelé et que tout devrait bien fonctionner. À nouveau, en préparant, je me suis demandé finalement où était le problème dans la mise en œuvre du droit international. Et c'est vrai que Gaza, le génocide et la guerre à Gaza arrivent à un moment où on a presque un petit peu oublié les débats sur le déséquilibre des pouvoirs au sein de la communauté internationale et en particulier dans son organe disons, principal qui est l'ONU, son Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Le recours de l'Afrique du Sud est suivi par un certain nombre d'États. Est-ce que finalement le problème du droit international, c'est pas le déséquilibre entre les forces du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto et qui peuvent finalement être maîtres de la mise en œuvre du droit international et les États de l'Assemblée générale qui, même si il y a eu des résolutions qui ont été discutées, est-ce que finalement ils n'ont pas les moyens de cette mise en œuvre et que le problème vient de là? Que le problème vient du Conseil de sécurité, de toute la structure des Nations Unies. Mais oui, et c'est tellement su et tellement connu.
Et ça affecte toutes les relations internationales. Pas que le droit, je reviens à mon point de départ, hein, le droit international est un droit qui est coincé, si on veut, dans les relations internationales. C'est le droit des États. Donc, oui, il est coincé et la Charte des Nations Unies instaure un système qui va être très difficile à changer. Donc oui, mais pour revenir, donc là, Alain Guy pourra, je l'entends soupirer et que contester, mais oui, non, qu'il y a vraiment un enjeu là. Mais pour revenir au déséquilibre, l'Afrique du Sud, qui a évidemment tout son historique en matière d'apartheid, etc., est le pays et l'État qui mène la charge contre Israël. Et quand on voit l'utilisation du droit par de nombreux États du Sud global, je le dis en guillemets, c'est assez fantastique. Et là, c'est super intéressant de voir comment, au contraire de la naissance de ce droit-là, qui est un droit créé par les puissances coloniales, par les pays occidentaux, bon, pas que, hein, mais disons, pour le dire grossièrement, et qui, là, est utilisé par les pays du Sud global. Et ça, c'est une petite révolution. Je suis pas en train de dire que ça va tout régler. Mais si on voit les dynamiques en cours, plusieurs États, donc, qui sont aux mains de puissances qui essaient de les agresser, de les coloniser, l'Ukraine, etc., on a cette utilisation du droit de façon explosive. Pas que la CIJ, mais toutes les instances des Nations Unies en matière de droits de la personne, etc. Et ça, c'est assez exceptionnel. Donc, oui, il y a un problème fondamental. Alain Guy l'a mentionné en tout début. Quand le Conseil de sécurité, dans un de ses membres permanents, a un allié dans un conflit, ce fut le cas de la Syrie, c'est le cas en Ukraine, c'est le cas à Gaza, c'est le cas... En fait, et donc oui, il y a un problème majeur. Comment on va le régler? Ben là, les experts en relations internationales, vous allez le régler. Nous, on va seulement écrire le texte après. Mais oui, il y a un problème majeur. Mais ça reste que les institutions et le droit qui a été créé, je le répète, est utilisé dans les discours, est utilisé dans la façon dont les États vont se positionner. Le Canada a eu à prendre des décisions difficiles, et ça sera le cas encore, lorsque des violations flagrantes du droit international sont commises par des alliés historiques, et que là, tout d'un coup, on défend quoi à l'État de droit? Les ordonnances d'un tribunal qu'on a créé à fonder, des mandats d'arrêt émis par un tribunal pénal, où on sera... Donc, il y a vraiment des enjeux juridiques qui vont influencer les positions des États, qu'on voit aujourd'hui dans la réaction de plusieurs pays aux déclarations de Trump. Et ça, c'est assez intéressant. C'est plus intéressant, c'est-à-dire, dans un contexte où le Conseil de sécurité ne sera pas réformé demain matin, certainement pas. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on voit? Et là, on voit un recours aux règles de base qui ont été établies, aux institutions qui ont été établies pour le faire, par des États qui ont souvent été victimes de ces violations-là. Et donc ça, je trouve que c'est une petite révolution qui mérite d'être remarquée. Mais alors, peut-être avant de vous donner la parole, Alain Guy, je me demandais, au-delà de l'évidence du problème du Conseil de sécurité, je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire qu'il y a un problème dans la manière dont il a été pensé. Est-ce qu'il y a des outils contre ces blocages? Est-ce qu'il y a un outil, passer le veto? Parce que si on avait enlevé le veto au Conseil de sécurité, est-ce qu'on serait plus avancé? Même l'Afrique du Sud, dont Fanny semble s'enthousiasmer de l'effort pour faire respecter le droit dans le cas de Gaza, a refusé d'exécuter le mandat d'arrêt contre le président soudanais al-Bashir lorsqu'il a été visé par la Cour pénale internationale. J'ajouterais à la question du déséquilibre des puissances le fait qu'il y a d'abord peut-être le jeu des intérêts. Ça, les gens en sciences politiques, en études internationales, connaissent très bien la question du jeu des intérêts. C'est-à-dire que maintenant, l'Afrique du Sud a un intérêt parce que politiquement aussi, ça se présente bien de saisir la Cour internationale de justice au nom de la Palestine. Alors qu'ils ont refusé d'arrêter un président contre lequel pesait un mandat d'arrêt international, Cour pénale internationale. Donc, c'est toujours le jeu des intérêts. Donc, même si on enlevait le veto, peut-être aurions-nous fait un pas de plus et qu'on éviterait les situations de conflit d'intérêts qu'évoque Fanny, parce que c'est assez troublant, effectivement, que lorsque systématiquement il y a un État contre lequel va être prise une décision du Conseil de sécurité, que ce soit bloqué simplement pour ces considérations-là. Ce qu'il existe ultimement, c'est la volonté des États, avant tout, de respecter leur engagement qu'ils ont pris, de retourner à la base, le respect de la parole donnée, l'engagement pris de respecter le droit international, c'est la base, parce qu'on est ici en présence d'un système
qui ne connaît pas en réalité de verticalité que l'on a, par exemple, pour reprendre la comparaison boiteuse avec le droit national, c'est que en droit national, si quelque chose ne fait pas votre volonté, la police vient vous prendre, que vous le vouliez ou pas. Mais en droit international, on n'a pas un tel mécanisme. Si ça ne convient pas à la volonté d'un autre État, la seule chose qui puisse être utilisée ultimement, c'est la force. C'est le recours à la force que l'on veut vraiment éviter, que l'on veut absolument éviter. Donc, il faut continuer par des actions civiles internationales, comme ce que font les organisations de défense des droits de la personne, les sociétés civiles, les universitaires, la société civile plus globalement, à continuer à attirer l'attention des États sur ces enjeux. Et les recours aux instances judiciaires, ça fait partie de la stratégie, parce que effectivement, qu'ils le veuillent ou pas, ces institutions internationales existent, et lorsqu'ils sont poursuivis devant ces institutions, déjà l'effort de répondre, d'avoir à répondre à l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, Israël a donné son point de vue, a dû, dans le cadre de la vie consultative, va devoir être amené à s'expliquer. Ça, c'est déjà quelque chose qui est illustratif de l'avancée du droit international. Fanny, tu voulais prendre Ouais, non, mais ouais, le jeu des intérêts, ça revient au point de départ. Le droit international ne peut rien sans la volonté des États et coincé dans ce système-là. Louise Arbour, qui était au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a été procureur en chef des tribunaux internationaux, avait dit quelque chose comme, puis là je vais mal la citer parce que bon, on peut pas citer Louise Arbour parfaitement, elle est trop parfaite, mais elle a dit lorsque les intérêts de la justice coïncident avec les intérêts des États, là tout est possible. Et c'est vrai. On peut pas arrêter un président qui a été mis en inculpation par un tribunal pénal international tant que les États qui peuvent l'arrêter ont l'intérêt à le faire, ou en tout cas c'est possible. Ce qui est fantastique, puis là, vous le savez mieux, c'est que les intérêts des États changent. Les intérêts de la justice sont plus stables. Hein? T'as commis un génocide, t'as commis un crime de guerre, on met un mandat d'arrêt, les principes restent les mêmes. Mais les intérêts des États pour mettre en œuvre le mandat d'arrêt ou pour exécuter, eux changent. Les dictateurs tombent, les présidents ou les ministres de la Défense, ne sont plus ministres de la Défense, et là, tout d'un coup, il n'y a plus d'immunité. Donc, la justice et le droit international, si on le voit dans une perspective très court terme, c'est extrêmement décevant. Sur une perspective plus long terme, c'est là où on peut commencer à voir son impact. Évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas d'impact à très court terme, mais est-ce qu'un mandat d'arrêt de la CPI, tout d'un coup, va mettre fin à la guerre? Ça, ce sont des attentes qui sont irréalisables, qui sont même pas liées aux objectifs de la justice ou du droit international. Mais sur le plus long terme, c'est là où on peut voir. Et donc, c'est ça que je pense qu'il faut garder un peu en tête, ce croisement entre les intérêts de la justice, du droit international et les intérêts des États. C'est dommage, on aimerait bien un droit international qui peut être mis en œuvre, mais en même temps, ce serait extrêmement dangereux. La responsabilité de protéger, au départ, c'était conçu comme le droit d'intervention humanitaire. Hein, on aurait le droit d'utiliser la force armée comme une troisième exception, une troisième exception créée à l'interdiction du recours à la force pour aller sauver les populations. Mais qui était contre ça? Tous les États qui avaient peur justement de l'utilisation de cette rhétorique et de ce principe-là qui aurait mené à l'intervention militaire par des États très puissants. Donc, tout ça étant dit, ça reste que on veut pas, personne ne veut avoir un système où le droit international serait mis en œuvre par la force. Et ça vient avec le compromis. Le droit international ne peut pas être mis en œuvre par la force, dépend des intérêts des États, mais reste cette espèce de guide-là et de boussole-là qui fait bouger les choses, peut-être trop tranquillement, mais à un rythme en tout cas qui peut certainement éviter certains abus qui sont commis de toute façon, dans d'autres circonstances, mais qui seraient commis au nom du respect d'un droit international qui, je le rappelle, est interprété par tout le monde. Qu'est-ce que la légitime défense dans un cas? Est-ce que c'est légitime, c'est pas légitime? Il n'y a pas un État qui va l'interpréter de la même façon. Est-ce que c'est l'intention de détruire un peuple présentement à Gaza? Les États s'entendent pas. Chaque principe de droit international, il y en a plein, recours à la force, légitime défense, autodétermination, annexion forcée, transfert forcé, guerre contre attaques contre les civils. Tout le lexique du droit international est engagé à Gaza au complet. Et sur chaque mot, c'est ça qui est fantastique de notre job, c'est que sur chaque mot,
il y a des thèses de doctorat qui sont écrites à chaque minute un peu partout dans le monde et des États qui l'interprètent autrement. C'est stimulant, c'est beau, mais ça reste que donc, si on voulait mettre en œuvre, mettre en application, enforce le droit international par la force, c'est pas non plus une bonne idée. Donc, on est pris avec cette espèce de dilemme-là, où les règles sont là, elles sont bafouées, puis quand elles sont bafouées, ben, les systèmes pour forcer la mise en œuvre sont peut-être moins contraignants qu'on le souhaiterait, mais ce serait quoi l'autre solution? De permettre aux États qui ont des intérêts dans un cas donné d'arriver avec les forces armées? Donc, c'est un peu ça, je pense, c'est cet équilibre-là que le droit international donne, qui est frustrant, qui est extrêmement frustrant. Est-ce que ça veut dire qu'il est inutile? La question, je vous la pose. Je sais pas. Peut-être que c'est le moment d'ouvrir aux questions du public. Je suis sûre qu'il y en a plein malgré la timidité. Oui, Laurent. Pour briser la glace, puis je pose une question qui est injuste pour les juristes, mais vous êtes marginaux comme juristes dans cette salle. Donc, on voit des tentatives multiples de faire accélérer le droit international avec, par exemple, des motions parlementaires pour demander qui reconnaissent un génocide malgré les cours. On l'a vu avec les Yazidis au Canada, on l'a vu aussi avec les Rohingyas. Dans certains cas, l'ONU se rallie par la suite. Des fois, ça donne pas toujours lieu à un processus à la Cour pénale internationale ou à d'autres cours. Mais je me demandais, de votre point de vue, est-ce que ces processus parlementaires ou ces motions ont un effet véritable sur la justice internationale ou viennent-elles déranger les processus attendus? Moi, j'aurais tendance à l'inscrire dans, évidemment, l'action devant une cour de justice au niveau international, quelles peuvent être les répercussions d'une telle prise de position. Ça pourrait servir d'élément de preuve de la position de l'État par rapport à la reconnaissance ou non d'une situation. Et ça peut produire des effets juridiques à son avantage ou à son désavantage, dépendamment de la circonstance. Donc, oui, une telle prise de position, ça contribue sans doute à renforcer la reconnaissance de la norme internationale qui est l'interdiction du génocide, etc. Donc, oui, ça peut produire cet effet-là devant une instance internationale. Est-ce que c'est pas mettre en lien avec les mobilisations citoyennes qui ont aussi, dans l'histoire du droit international, amené à de grandes avancées? Je pense à l'apartheid, je pense au mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Est-ce que c'est pas à mettre en lien directement aussi avec un autre niveau finalement d'engagement du droit? Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu l'enjeu, hein, puis je m'excuse, je ne veux pas vous couper le temps, mais très rapidement. Ce sont des mouvements citoyens, puis éventuellement des reconnaissances au Parlement, ou etc., qui contribuent pas comme tel à l'avancement du droit international, mais qui contribuent à ce que je disais au départ, comment on met en œuvre le droit international. Bien souvent, les pressions citoyennes vont influencer les prises de position politiques, qui, elles, vont influencer certaines normes qui sont adoptées, qui vont influencer la pression sur les États qui violent le droit. Donc, je pense pas que ce soit un obstacle pour les cas éventuels. D'ailleurs, puis c'est le dernier point que je vais vous dire, je m'excuse, j'ai vu la main derrière, mais donc, les génocides ou autres graves violations, parce que le mot génocide est souvent utilisé justement pour mettre l'accent sur une grave situation de violation des droits de la personne. Est-ce que c'est un génocide ou pas? Bon, la plupart ne se rendent nulle part devant une institution. Hein? Donc, vous parliez il y a peu de graves violations des droits de la personne qui se rendent devant les institutions. Et il n'y a pas non plus de Dieu du droit international qui va décider qu'une telle situation est un génocide ou n'est pas un génocide. C'est tout à fait légitime pour les personnes qui veulent mettre l'accent sur une situation X d'utiliser ce mot-là ou de faire reconnaître des choses. Et ça n'a pas, je pense, de connotation négative pour l'évolution du droit qui, de toute façon, se définit un peu au fur et à mesure. Il n'y a personne qui décide. Et donc, je pense que c'est tout à fait légitime. L'accent sur le mot génocide est souvent parce que ça attire l'attention. Donc, c'est un peu l'enjeu. Hein. Souvent, c'est un génocide. Ah, utilisez pas le mot pour ça. Hein. Utilisez pas le mot pour ça. Il faut garder ça. Donc là, il y a tout un autre débat sur l'utilisation du mot. Mais je pense que ça fait avancer l'application du droit. C'est une des façons probablement les plus contraignantes. Oui, il y a une question au fond.
J'avais une question, étant donné qu'on parle que c'est difficile de faire exécuter des choses atroces et des crimes contre l'humanité présentement, est-ce que le droit international présentement vient en aide au droit local québécois, canadien? Par exemple, si on pense que M. Netanyahou a des mandats d'arrêt un peu partout à travers le monde, mais ne sera pas arrêté parce qu'il n'ira pas dans ces pays-là, même s'il est passé supposément par la France, on ne l'a toujours pas arrêté, il est venu aux États-Unis par la suite. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de la pression et arrêter les soldats? Donc, il y a, par exemple, 400 000 soldats dans le monde, des réservistes qui ont double citoyenneté, dont certains qui habitent probablement à 1 kilomètre d'ici, on s'entend, qui sont allés se battre au nom d'Israël et commettre un génocide, commettre des crimes contre l'humanité qui ont été documentés par Francesca Albanese, qui a remis son rapport. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça, par exemple, pour venir aider le droit local et les mettre en prison? Oui. Les normes internationales, souvent, ont été intégrées dans les droits nationaux. C'est le cas, par exemple, du Canada avec une loi sur les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Il y a aussi une loi sur les immunités. Bon, enfin, il y a toutes sortes de choses. Mais oui, ces principes-là peuvent être utiles pour les États, donc en fonction de leur système juridique. Et d'ailleurs, c'est une des critiques du régime israélien en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de pression. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes au Brésil, en Argentine, un peu partout, justement de membres des forces armées qui sont en vacances ou qui sont autrement ailleurs. Et là, donc, on y va un peu plus bas. Donc ça, c'est une stratégie. Une stratégie, dans ce cas-ci, c'est vrai pour le régime syrien, où il n'y avait aucun tribunal qui avait compétence, tribunal international. Et là, sur la base de la compétence universelle, donc cette capacité des États de poursuivre les personnes qui ont commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, ben là, des poursuites sont ouvertes. Donc, oui. Puis d'ailleurs, ça fait pression quand l'ancien président Bush était venu au Canada. Bon, c'est à l'époque de Guantanamo, où là, il y a on a dit, ben, il faut absolument, on a une obligation, le Canada, d'arrêter, enquêter, arrêter dans le cas de... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces règles-là servent à la société civile et aux autorités, parfois, pour mettre en œuvre un droit qui je suis contente de votre question parce que le droit international, il va se mettre en œuvre dans certains tribunaux internationaux, mais au niveau pénal, le futur, donc, de la lutte contre l'impunité, là, donc la responsabilité criminelle individuelle pour les graves crimes, c'est pas devant la CPI qui va poursuivre une poignée d'individus. C'est devant les tribunaux de Buenos Aires, d'Ottawa, etc. Donc ça, c'est vraiment une avenue qui a déjà été testée, qui continue de l'être, et donc c'est un très bon point que vous amenez. Et encore faut-il aussi que les États au niveau interne mettent les moyens pour que ces crimes qui ont été commis ailleurs, Fanny le sait mieux que moi, ses travaux portent beaucoup là-dessus, sur comment le Canada, au lieu par exemple d'utiliser la justice pénale, préfère expulser avec la loi sur l'immigration plutôt que de poursuivre les criminels de guerre qui se trouvent ici au Canada. Donc parce que ça prendrait des ressources. On a eu une expérience d'un procès d'un génocidaire rwandais et je pense, tu me corrigeras, le budget c'était plus de 10 millions de dollars canadiens. Si on doit avoir chaque procès comme ça pour chaque présumé suspect d'un crime de guerre dans un conflit international, ça coûte cher. Donc il faut investir pour l'effectivité du droit international. Mais l'Allemagne, la France le font, beaucoup d'autres pays. Oui. C'est une question. Et là, sur la pression politique, éventuellement, ça peut être le genre de pression sur mettre en pratique les engagements internationaux d'un État comme le Canada ou les autres, de dire, oui, on s'engage à lutter contre l'impunité, mais pour y arriver, ben effectivement, il faut mettre les moyens. Donc, c'est pas juste d'avoir la loi qui peut le faire, c'est aussi la volonté politique avec les moyens qui viennent avec. Tout à fait. Merci de ce point. Tout à fait, ouais. J'ai vu une autre main levée. Oui, vas-y. Oui, je voulais juste savoir si, parce que dans le fond, la Convention de prévention et de répression du génocide, on peut s'en dissocier. Donc les États peuvent dire, écoutez, moi, je me retire de cette convention-là. Est-ce que, parce que je ne l'ai pas validé, est-ce que les États-Unis sont toujours partie prenante et Israël est-il toujours partie prenante? Est-ce qu'on peut se dissocier du CIJ ou de la CPI est-ce qu'on peut s'en dissocier? Est-ce qu'on peut être signataire de l'acte, de la convention, et dire, mais je ne reconnais pas la compétence de la CPI, par exemple? Oui? Oui. Il y a effectivement la convention elle-même, les obligations
de prévenir et de réprimer sont de nature coutumière. Donc, c'est pas nécessaire que vous pouvez pas vous en dissocier pour ces obligations-là. Mais maintenant, l'obligation d'assurer la répression ou bien d'accepter la compétence de la Cour internationale de justice, oui, on peut faire une réserve là-dessus, ou on peut se retirer de la compétence de la Cour internationale de justice et accepter à l'occasion d'y répondre tout de même si on s'en est dissocié. Hein. Par exemple, certains pays se sont dissociés de la Cour internationale de justice, mais de temps en temps, lorsque des litiges sont portés contre eux devant ces instances, choisissent volontairement de venir répondre de leur comportement. C'est toujours aussi souvent, la plupart du temps, sous la mobilisation de l'opinion nationale, par exemple. Si je peux me permettre, il me semble qu'en 2021, une enquête de la CPI a reconnu la compétence de la CPI, la compétence sur les territoires palestiniens de la CPI. Sauf erreur de ma part. C'est ça. Et pour la CIJ, effectivement, là, je sais pas, mais il me semble que, en tout cas, même si Israël n'est pas signataire du traité de Rome, la compétence de la CPI s'appliquerait au territoire palestinien, y compris Gaza. Sauf erreur de ma part. Tout à fait. Pour la Cour pénale internationale. C'est ça, ok. Parce qu'il faut distinguer Bien sûr, la Cour CIJ, pénale la internationale de la Cour internationale de justice. La Cour pénale internationale a une compétence qui repose sur d'autres bases, dont le fait que le crime puisse être commis sur le territoire d'un État membre, y compris par des personnes qui ne sont pas des nationaux de cet État. Et la CPI reconnaît la Palestine comme un État pour les fins de l'exercice de sa compétence. C'est la raison pour laquelle elle s'est reconnue compétente pour émettre un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Concernant la CIJ, il semblerait qu'il faut que l'État ait reconnu sa compétence. Et d'après ce que je sais, Israël reconnaît la compétence de la CIJ depuis 1949. Sans s'être retiré pour l'instant, sans avoir désavoué cette reconnaissance. Effectivement, à ma connaissance, également. C'est que pour Gaza, le fondement de la compétence de la Cour internationale de justice, c'est la Convention sur le génocide. Quand on n'a pas fait de réserve à l'article qui dit « Tous les différends à la Convention sur le génocide seront soumis à la CIJ, Cour internationale de justice », trop tard. Donc, c'est la raison pour laquelle Israël est là, c'est la raison pour laquelle Russie, Ukraine, encore sur la Convention sur le génocide, Gambie, Myanmar, parce que une fois que ça a été ratifié en 1951, ou peu importe, et puis t'as pas fait de réserve, ben t'as comme accepté la compétence pour les questions de génocide, parce que c'est pas la même chose pour les autres choses. La CPI, effectivement, la Cour s'est déclarée compétente parce que les crimes auraient été commis sur le territoire palestinien, mais ça n'empêche pas qu'il y a des obstacles liés à ça. Hein? D'abord, il y a énormément d'États, dont Israël, qui a contesté la compétence de la Cour, donc on verra comment ça va aller. Et deuxièmement, quand elle émet des mandats d'arrêt contre un président d'un État qui n'a pas ratifié le traité, ben là, ça entraîne énormément de complications de coopération, parce que pour arrêter un criminel de guerre, ça prend la coopération des États. Donc, des problèmes de coopération, des invocations des immunités qui protègent certaines personnes de poursuites pénales. Donc, c'est pas parce que la Cour s'est déclarée compétente qu'on est sorti de l'auberge au regard des enjeux que ça pose. Pourquoi? Parce qu'un État est souverain, puis Israël émet que, comme il n'a pas ratifié comme État souverain un traité, et que là, on veut le poursuivre sur la base de ce traité-là, sur le traité de la Cour pénale, donc il y a des enjeux juridiques à venir dans les prochaines années, il y en a amplement. On peut faire des doctorats. Des doctorats amplement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du public? Allez-y. Une autre question. Oui. Mais tu sais, on a parlé aujourd'hui beaucoup du droit international pour un peu faire le bien, on pourrait dire. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais en même temps, le droit, il peut, tu sais, il rend la guerre illégale, sauf si c'est en légitime défense, ou si je pense qu'on appelle à l'aide. Ces deux possibilités-là de la Charte des Nations Unies. Mais en même temps, s'il rend la guerre illégale, ça veut dire qu'il peut aussi rendre une guerre légale si on la justifie en vertu de la légitime défense. Puis j'ai l'impression, je vous avais fait allusion, toutes les guerres depuis 1945, depuis la Charte des Nations Unies, c'était tout pour la légitime défense ou pour, je pense, l'Ukraine, les provinces sécessionnistes, ils ont fait sécession, référendum, ils ont appelé à l'aide de la Russie. Donc la Russie avait tout l'argumentaire juridique pour dire « Ah, regardez, on respecte le droit ». Fait ça vient pas montrer un peu que le droit, il peut autant faire le bien, faire le mal. Fait quand on dit qu'il pacifie les relations internationales, je pense que c'est ce qu'on voudrait tous, mais dans le fond, il y a un monde où Israël, mettons, avec l'occupation israélienne, pour eux, je pense que c'est en vertu du droit d'occupation qu'ils disent qu'ils n'occupent pas
qui n'occupe pas Gaza, qui n'occupe pas la Cisjordanie. Alors, c'est ça, dans le fond, le droit, il serait comme un outil qu'on utilise. Puis c'est ça, fait que ça revient un peu à dire, c'est en faisant de la mobilisation, avec dans les démocraties, l'opinion publique, tout ça, puis aussi en utilisant le droit, parce que, mettons, à la CPI, la démarche qu'ils font, c'est qu'ils documentent. Fait que je veux pas, ça fait une pression sur Israël parce que les gens se renseignent là-dessus, puis là, il y a un coup politique qui peut être associé au Canada, aux États-Unis, n'importe où. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, le droit, oui, c'est pour le bien, mais en fin de compte, vu que le droit, à la fois il contraint, mais en même temps il permet. Fait que, il faut un peu plus de mécanismes juridictionnels parce que le problème que vous posez, c'est des acteurs qui ont des désaccords. Comment est-ce que le désaccord va être dénoué, va être réglé? Ça peut être aussi par des processus diplomatiques. Hein. Donc, toutes les enceintes internationales où on délibère, où on discute de ces enjeux, où on met des pressions, ça fait partie des outils pour amener l'autre acteur qui se comporterait en violation du droit international à être plus raisonnable. Et les mécanismes juridictionnels constituent un autre chemin qui pourrait, j'en conviens avec vous, être davantage renforcé au niveau international pour éviter le fait que chaque acteur n'instrumentalise au fond le droit international parce que, évidemment, le jeu des intérêts le permettrait. Il faut probablement un peu plus de mécanismes pour renforcer la mise en œuvre de ce droit. Si vous me permettez juste 2 secondes à compléter ce qu'Alain Guy a dit. Le droit international, on est passé d'un monde où le recours à la force était la règle à un monde qui l'interdit, qui le permet dans certaines circonstances, parce que le Conseil de sécurité, on a remis le recours à la force dans les mains d'institutions qui peuvent être paralysées, on l'a vu. Donc, oui, c'est vrai que dans certains cas, c'est permis, ça va être débattu, c'est vrai, etc. Mais il y a un autre droit qu'on a peu abordé, on a parlé des crimes internationaux, etc., mais il y a un droit qui existe aussi dans le contexte où on sait qu'il va y avoir des recours à la force armée, malgré l'interdiction générale, soit permise ou pas. Il y a un autre droit qui s'applique, c'est le droit international humanitaire. C'est-à-dire que peu importe la légalité du conflit, eh bien, il y a des règles à respecter. Ne pas attaquer les civils, protéger les symboles religieux, etc. Il y en a plein. Et ça, ce droit-là, c'est un droit extrêmement pragmatique. C'est un droit qui reconnaît qu'il va y avoir des conflits armés, qu'il va y avoir recours à la force, légal ou pas, et qui ne se préoccupe pas de la légalité du recours à la force. Est-ce que l'invasion était légale? Est-ce que c'est pas légal? Oui, il va y avoir des conflits d'opinion. Hein? Mais peu importe ça, les mêmes règles s'appliquent. Et là, c'est crucial dans le contexte de Gaza, comme c'est crucial dans le contexte de tous les conflits armés. Donc, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, pour référer à un film qu'on connaît bien, mais ces règles-là sont aussi du droit international. Donc, c'est ça qu'il faut voir un peu tout ça. C'est vrai qu'il peut être utilisé à mauvais escient, comme toutes les règles, mais il y a des règles aussi qui viennent compenser par la suite, peu importe l'interprétation qu'on a du recours à la force initiale. Alors, je vois 4 mains levées. Peut-être qu'on peut faire un package de questions et puis vous y répondrez comme vous pouvez. Oui. Moi, c'est juste pour réagir ce que vous avez dit en lien avec monsieur, mais vous ne trouvez pas que, ne serait-ce que même que dans le droit humanitaire, il y a des façons de contourner les choses. La notion même, par exemple, d'attaque des civils et de terrorisme en est une preuve actuelle dans le conflit, que ce soit ukrainien ou ne serait-ce qu'à Gaza. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus en général? Je peux te répondre tout de suite, mais je vois, monsieur, vous avez une question depuis longtemps, oui. Oui, moi j'avais une réflexion, étant donné que le droit international a été fait pour sanctionner des États ou des personnes dans le cas de ces pays-là. On n'a jamais réussi, par exemple, dans le cas d'Israël, il y a 200 résolutions des Nations Unies qui n'ont jamais été respectées. C'est des voyous. Ils ne veulent rien savoir des institutions internationales de l'ONU. On les a laissés faire. Donc là, c'est bizarre, mais là, on est rendu à courir après ceux qui ont aidé Israël au niveau de l'armement. On n'est plus capable de les mettre en prison. Fait que là, c'est pour ça que j'en reviens toujours au droit national, parce que là, on est rendu à sanctionner le gouvernement canadien, vous avez vendu des armes qui ont servi à un génocide. Donc, on part d'un côté, on s'en va complètement à l'autre. J'ai vu 2 autres mains. Monsieur Rouge, oui. D'accord. Et une main timide tout derrière, oui. En 1950, il y a la résolution 377 qui a été passée par l'Assemblée générale. Est-ce que ce moyen, ça pourrait pas être une manière de contourner
les vétos des puissances et donc d'impliquer Israël vraiment par une action coercitive par tous les autres, s'il faut une majorité, en fait si les États-Unis et Israël sont contre, on peut passer outre via une résolution. Est-ce que ça pourrait pas être un moyen pour les engager? C'était la dernière. Je crois que c'était la dernière, sauf s'il y a une réclamation. Oui. C'est vrai, mais il y a pas de, même si je suis avocate puis je fais du droit international, j'ai pas une réponse très favorable à ça. Les règles peuvent être interprétées de deux façons. Pour justifier ou non la guerre, pour dire, ben oui, ben l'hôpital, c'est protégé, mais finalement, il y avait des rebelles au sous-sol, donc c'est un objectif militaire. Non, il y en avait pas. Oui, il y en avait. Est-ce que dans vos familles, il y a des chicanes sur les règles de vider le lave-vaisselle? Mon point étant, c'est je veux pas minimiser l'importance du point, mais c'est-à-dire que les règles sont faites pour être interprétées et les débats sont inévitables. Mais donc, est-ce que c'est le droit qui est utilisé pour violer les règles ou c'est le droit qui est utilisé pour tenter de se justifier de la violation? Vous me suivez? Donc, quand on dit « Non, mais ma guerre est légale », c'est quand même qu'on croit au droit international. Parce que sinon, on irait tout simplement. Ah ben l'hôpital, oui, je sais que c'est protégé, mais c'est pas un hôpital parce qu'il y a des rebelles. Ah, ben on utilise le droit international. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. C'est vrai qu'ils sont utilisés et qu'ils sont interprétés constamment. Mais moi, je trouve que dans ces tentatives de justification des violations du droit international, ça confirme la force de la règle. Et même penser à la torture dans les... Hein? Donc on torture, mais pas vraiment, non, on torture pas parce que... Donc toutes ces règles-là sont là. Et la preuve que les États les acceptent, c'est qu'on tente de justifier leur violation. Ce serait ma réponse à cette question-là. Puis ils ne peuvent pas faire ça, en tout cas. Ben, c'est ça. Sinon, on le ferait tout simplement, puis on dirait, on s'en fout. Mais c'est pas ça qui se passe. Et qu'est-ce qu'on fait de plus de 200 résolutions d'Israël qui... Le droit international est donc contingent de ce contexte politique dans lequel il émerge et donc c'est à coup de pression que de temps en temps on a quelques résultats, pas toujours probants dans le cas d'Israël en raison de sa position. Donc c'est un État, c'est la question du double standard entre les États les plus puissants et les moins puissants. Donc est-ce que ça révèle l'une des failles du droit international? Je sais que Fanny est championne de son existence. Je n'en disconviens pas. Je suis quoi, championne de l'existence? Oui, que c'est un droit qui existe. Ah. Il existe, certes. Quoi, t'es en train de me dire que tu n'y crois plus? Non. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? mais pas tellement vous, l'année qui vient de passer, je pense. Peut-être pas que je n'y crois plus, mais je pense aussi qu'il a beaucoup de faiblesses. Et ça, je pense que tu n'es pas en désaccord avec moi là-dessus, parce que le principe de l'égale souveraineté qui est vanté n'a pas d'application concrète dans les situations qu'il exige. Et pour moi, c'est une faille importante qui justifie tous les doubles standards que l'on peut observer dans le droit international. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement injuste et qui révolte ceux qui aimeraient voir ce droit s'appliquer de manière égale dans toutes les circonstances. Donc voilà. Est-ce qu'on peut recourir à l'Assemblée générale des Nations unies à la place du Conseil de sécurité? C'est la résolution de Dean Acheson. Je ne sais pas si au niveau de l'Assemblée générale... pardon? United for Peace. United for Peace, oui, c'est cette résolution-là. Mais dans sa mise, combien de fois est-ce qu'elle a été mise en œuvre? Une seule fois. Alors, 11 fois? 11 fois? Des tentatives de mettre en œuvre, mais je pense que concrètement, on va vérifier. Oui. Mais c'est-à-dire, sa mise en œuvre, ce n'est pas parce que l'Assemblée prendrait une résolution pour condamner la situation que ce serait la mise en œuvre de cette résolution-là. Est-ce que l'Assemblée a déjà pris une résolution invoquant le droit d'utiliser la force pour maintenir la paix et la sécurité internationale? Je pense que pas du tout, parce que, évidemment, même au sein de l'Assemblée générale, les États les plus puissants continuent à être influents par leur diplomatie, même s'ils ne sont pas les majoritaires. Mais au-delà de cette résolution-là, l'Assemblée générale a quand même pris toutes sortes de mesures, des résolutions
face au blocage, ou en tout cas différentes face au blocage du Conseil de sécurité, et pas nécessairement pour envoyer des forces armées, mais pour solliciter l'avis de la CIJ, pour donner des droits particuliers d'États non membres à la Palestine, avec bon droit, etc., parce que le blocage est au Conseil de sécurité. Donc, encore une fois, malgré le fait que il y a des limites inhérentes au système, il y a quand même des voies un petit peu parallèles qui sont utilisées, qui mènent à des résultats relatifs. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on a fini. Merci beaucoup pour la discussion très intéressante. J'espère que ça vous aura donné un peu d'espoir quand même. Je sais pas. Merci beaucoup.